Passez un bon dîner? Yes, super, on va se dégourdir après le dîner. En effet, je ne suis pas là pour vous parler de l'industrie manufacturière avant les années 2000. En fait, drôle d'introduction parce que la première chose que je voulais vous montrer, c'était à peu près mon expérience quand je gravitais autour des robots industriels avant les années 2000. Donc, c'est le plus que je peux vous parler de cette époque. Donc, moi, je suis le petit bonhomme à gauche sur l'image qui définitivement ne porte pas le bon équipement de sécurité, je dirais, dans le contexte. Puis je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on peut avoir un petit buggy électrique comme ça qui se promène dans l'usine entre les robots. Mais bref, je gravite dans l'industrie manufacturière depuis plus de 10 ans maintenant, pas loin de 20 ans. Je suis venu vous parler d'intelligence artificielle, de machines connectées, mais de façon extrêmement concrète. Et en introduction, je pense que vous allez être d'accord avec moi, une chose que je remarque depuis toute cette décennie-là que je travaille dans le manufacturier, c'est que lorsqu'on vient le temps de s'automatiser au Québec, on n'est pas gêné d'acheter des machines à 5, 10 millions, des nouvelles CNC et des nouvelles CNC. Mais quand vient le temps d'opérer cette machine-là et d'en assurer la maintenance, ça ne me dérange pas d'avoir une armée de personnes qui fait des opérations manuelles. Right? Est-ce que je suis le seul qui a remarqué ça? Ça résonne peut-être avec certains d'entre vous. Donc, au final, aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle, mais pas ce que vous voyez sur LinkedIn à la journée longue. Je ne suis pas dans le buzzword. Je vais faire 3 choses avec vous aujourd'hui. D'abord, je veux vous faire réaliser que vous dormez probablement sur une montagne d'informations, une pépite d'or d'informations, que vous ne valorisez pas à leur pleine valeur pour vous automatiser. Ensuite, je vais vous montrer 3 exemples concrets d'entreprises manufacturières québécoises qui ont intégré l'intelligence artificielle dans leur département de maintenance, dans les opérations de maintenance. Donc, on n'est pas dans le buzzword, là. Je vais vous donner des vrais business, des PME qui utilisent l'IA pour se transformer. Et la 3e chose que je veux vous expliquer vers la fin de ma présentation, c'est pourquoi aujourd'hui et dans les 2 prochaines années, on a une fenêtre d'opportunité unique au Québec et au Canada pour emboîter le pas de l'intelligence artificielle. C'est une fenêtre qui ne reviendra pas nécessairement, puis je vais venir démontrer ça à travers quelques statistiques un petit peu choc. Ça marche? Super. Très rapidement sur Vouban, c'est la seule slide sur nous. J'ai mon collègue Hubert et moi-même, on va être là jusqu'à la fin de la journée. Donc, si vous voulez nous connaître plus, venez nous parler. On va être là après les conférences. Mais bref, Vouban, on est une entreprise québécoise fondée dans la ville de Québec qui aujourd'hui se positionne comme la plus grande entreprise en intelligence artificielle là, au Québec. Donc, on est un peu plus de 115 personnes aujourd'hui, dont 25 AI scientists, que sont nos doctorants et nos post-docs en intelligence artificielle, définitivement plus calés que moi en la matière. On a des bureaux à Québec et à Montréal et on a la chance de travailler avec des entreprises de tous les horizons. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du projet Patate Delbecq, où est-ce qu'on utilise l'AI pour inspecter des patates? C'est quelques personnes? On utilise l'AI dans les patates, on est dans le domaine de la logistique, on est dans le domaine évidemment manufacturier, on travaille avec des pharmacies, donc tout azimut. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment concentré côté maintenance industrielle et opération manufacturière. Je vais commencer une petite question pour vous. Qui dans la salle à main levée a déjà testé ChatGPT? OK? Quand même, on faisait la même question il y a à peu près 2 mois, puis c'était un peu moins. Fait que je dirais le 3/4. Qui l'utilise de façon régulière dans leur travail? À main levée encore une fois. Ah, là, c'est un peu moins, hein? Les autres, ceux qui ne l'utilisent pas de manière quotidienne, et même pire, ceux qui ne l'ont pas encore essayé. La question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas essayé? C'est impossible que vous n'ayez pas entendu parler de ChatGPT. Vos médias sont bombardés d'informations. Et ultimement, pour tous ceux qui ne l'ont pas essayé, c'est un outil gratuit, en ligne, qui en quelques clics est capable de vous démontrer ce que l'intelligence artificielle apporte aujourd'hui, puis on est rendu où en la matière. Un des problèmes qu'on remarque le plus au Québec, c'est qu'on ne part pas tous sur le même pied d'égalité dans notre compréhension de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Je vous le jure, là, encore ce matin, je parlais à des gens avant de rentrer dans les conférences, puis j'avais une personne qui me disait « Ah, l'intelligence artificielle, c'est encore de la recherche, c'est les universités qui font ça. » On est-tu vraiment là à l'intégrer dans nos entreprises? Je montre une petite vidéo, puis on s'en reparle si on est rendu vraiment là à intégrer l'intelligence artificielle. So the National University of Singapore, Professor Helen Zhao and a team of researchers say artificial intelligence is letting them see, well, a version of our thoughts. Using a database of fMRI scans, the AI first got to see what people's brains looked like as they viewed more than 1,000 photos. Then, it was shown only brain scans as the subjects looked at new photos. Using a special language of brain activity the team developed,
an image generator called Stable Diffusion then tried to recreate what each new photo had shown. Scientists have pursued this for years, but AI makes the difference. Here's a giraffe shown to a subject. Now, ready? Here's the image the AI created. Ce que vous venez de voir, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui a recréé l'image que la personne est en train de regarder devant elle en analysant les fréquences de son cerveau. Aujourd'hui, on est rendu là. Fait que quand on me demande ce matin, « Ah, l'intelligence artificielle, pas l'impression que ça va être bon pour moi dans 5-10 ans, pas l'impression qu'on est là. » Bientôt, je ne sais pas si je suis le seul, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà voulu revoir leurs rêves? Je suis le seul. Qui voudraient revisiter leurs rêves, non? Oui, en tout cas, moi, oui. Je serais un très grand fan de filmer mes rêves. Donc, aujourd'hui, on va être capable de se mettre des capteurs et d'enregistrer les images qu'on voit dans notre tête. Et pour tous ceux qui oublient leurs clés chez eux, bientôt, on va être capable de dire « Ah, c'est où déjà que j'ai mis mes clés? » On va recréer l'image exacte la dernière fois que vous avez vu vos clés sur le coin de la table. C'est là qu'on est, là. Fait que quand on me parle ce matin de « Ouais, mais là, ma machine, il y a une tendance, mais je ne suis pas sûr si elle va briser ou pas. » Ultimement, si l'intelligence artificielle est capable de lire votre cerveau, je suis assez convaincu qu'elle peut détecter des patterns dans les données de vos machines. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc aujourd'hui, vous allez dire, pourquoi est-ce que tu me parles d'un capteur de rêve 4.0? Je ne sais pas si vous le savez, mais des scanners à résonance magnétique comme ça ont seulement 6 à 7 types de capteurs différents. Donc on a un nombre limité de capteurs et, probablement pour la plupart d'entre nous, une très grande complexité de pensée. Right? Il n'y a rien de plus complexe que le cerveau à comprendre. De l'autre côté, vous avez vos machines, vos CNC, vos lignes de production, tous les équipements que vous devez maintenir qui ont, corrigez-moi si je me trompe, probablement plus que 6 capteurs, probablement des centaines de capteurs sur toute la chaîne, avec des tendances qui sont prévisibles. Difficile à prévoir pour un humain que toutes ces infos-là, mais pour une intelligence artificielle qui aujourd'hui est capable de scanner les cerveaux, très facile à mettre en application. Donc, les deux applications sont sensiblement les mêmes. La question que vous allez me dire, c'est « OK, ouais, ton scanner de cerveau, je comprends, mais nous, notre entreprise, on n'est pas encore là, on n'a pas encore assez de données pour faire de l'intelligence artificielle. Right? » Est-ce qu'il y en a peut-être qui se disent ça? Une étude de McKinsey a démontré que 90 % des entreprises manufacturières ont implémenté ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, les machines connectées. Donc, ce matin, là, 90, ou cet après-midi, devrais-je dire, 90 % des entreprises dans la salle collectent des données en temps réel sur leurs procédés. Et si vous faites partie de l'entreprise sur 10 qui n'est même pas encore rendue à collecter des données en temps réel sur vos équipements, 95 % des entreprises manufacturières ont une quelque sorte d'ERP en place. Même si vous dites que votre ERP n'est plus à jour et que c'est dans des projets, etc., d'une façon ou d'une autre, vous avez des données pour automatiser vos processus. Fait qu'il faut arrêter de se réfugier derrière cette excuse-là. À moins qu'il fasse partie des 5 pires pourcents des entreprises dans la salle, le manque de données n'est pas une limitation pour vous essayer puis vous lancer en intelligence artificielle. Mais vous voulez savoir ce que vous faites avec vos données? Quelque chose de même. Est-ce qu'il y en a que ça ressemble à leur lundi matin, ce genre de dashboard-là, fichier Excel? Je vois une couple de oui, hein? Ultimement, vous allez vous mettre des outils, du BI, c'est toutes des bonnes choses. Vous allez vous mettre des dashboards, vous allez regarder des tendances avec des fichiers Excel, vous allez faire votre planification maintenant sur des fichiers Excel, vous allez vous mettre des alertes, des min-max sur vos capteurs pour dire « Oh, quand ça dépasse tel seuil, qui est la spécification du manufacturier ou que moi j'ai décidé ou un comité arbitraire, je vais recevoir une alerte. » C'est ni proactif, ni précis. Alors, où est-ce que je veux vous amener avec tout ça? Les IoT, c'est la combinaison des technologies, de l'intelligence artificielle et de toute la puissance que ça peut apporter, avec des données en temps réel que vous captez de vos équipements. Ça vous permet d'avoir, évidemment, on dit, une opération plus efficace, améliorer les interactions homme-machine, puis renforcer la gestion et l'analyse des données. Mais au-delà de cette belle statistique-là ou cette belle définition-là, je devrais dire, pour vous, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est d'être capable de naviguer à travers des millions de points de données à tout moment et d'être capable d'avoir une version condensée et de dire « Oh, tel équipement, je devrais y porter une attention particulière demain ou dans la prochaine semaine, etc. » Donc, les IoT, c'est de valoriser la montagne d'informations que vous avez déjà, de valoriser les investissements que vous avez faits en capital et en équipement
pour automatiser non pas le processus, mais les opérations de ces machines-là. J'aimerais vous présenter 3 exemples d'entreprises manufacturières québécoises qui ont implanté l'intelligence artificielle dans leur département de maintenance. Donc, la question qu'eux qui se posaient, c'est, disons que j'avais des meilleures informations en main, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux dans mes opérations? Donc, si je vous parle d'intelligence artificielle dans le milieu de la maintenance, c'est quoi les premiers cas d'application qui vous viennent en tête? Détection de bris, maintenance prédictive, classique. Donc, je l'avais vu venir que ce serait le premier qui allait sortir, évidemment. Maintenance prédictive. On a la chance de travailler avec une entreprise qui s'appelle Robco, qui est un manufacturier centenaire québécois de joints d'étanchéité pour des équipements rotatifs. Donc, en bon franglais, des gaskets. Ces gaskets-là, ces joints d'étanchéité-là, ont évidemment une durée de vie utile comme n'importe quelle autre composante d'un système. L'enjeu, c'est que lorsque les équipements de joints d'étanchéité sont mal entretenus, ça va causer des fuites et on va perdre beaucoup de litres d'eau. Je vous reviens avec la statistique. Énormément de litres d'eau du procédé dû à des fuites avec un sous-serrage. Donc, évidemment, pour des raisons économiques, avec bientôt les redevances sur l'eau, ainsi que des raisons écologiques, il faut qu'on fasse une maintenance plus optimale des gaskets, des joints d'étanchéité. Donc, ce que Robco a développé avec nous, c'est une solution de maintenance prédictive où est-ce qu'on vient prédire, en fonction de capteurs qui est installé sur la pompe, on vient prédire la durée de vie utile de l'équipement et dire que ce gasket-là devrait être changé dans X nombre de temps et qui va bientôt commencer à fuir. Ça, c'est la version prédictive. Mais là où l'intelligence artificielle va encore plus loin, c'est les fonctions prescriptives de la technologie. Donc, chez Robco, non seulement on dit ton gasket, tu devrais le changer dans 3 semaines, dans 1 mois, mais on dit quelle action de maintenance concrètement qu'il devrait prendre à tout moment pour éviter d'avoir des fuites et allonger la durée de vie. Donc, concrètement, on dit aux opérateurs, viens resserrer le joint d'étanchéité ou desserre-le si tu l'as trop serré pour éviter de la surfriction. Ce que ça a apporté pour eux? Aujourd'hui, Robco a permis à ses clients qui utilisent les joints d'étanchéité de réduire de près de 30 % les pertes en eau de refroidissement qui étaient causées par des fuites. Savez-vous c'est combien de litres d'eau par jour? Au-delà des bénéfices économiques? C'est plus de 500 000 litres d'eau par jour pour les plus grosses usines qui sont économisées en faisant une maintenance au bon moment, de prendre la bonne décision sur les joints d'étanchéité des équipements rotatifs. C'est ça aujourd'hui que l'intelligence artificielle fait. Ce n'est pas juste économique, c'est également écologique. Autre projet. On travaille avec une entreprise dans le milieu des pâtes et papiers qui avait fort probablement entre 5 et 10 personnes à temps plein qui étaient assis dans des salles de contrôle devant une rangée de caméras ou d'écrans de caméras de vidéosurveillance, un peu à la Homer Simpson. S'il y en a qui ont déjà écouté l'émission, assis devant plusieurs boutons, plusieurs images, et d'essayer de détecter des anomalies dans le procédé. Ça ressemble à quoi les anomalies chez eux? Une palette qui se coince sur un convoyeur, une boîte justement qui tombe du convoyeur ou qui vient faire un jam, un palettiseur qui échappe une caisse, etc., etc. Et on avait des gens qui, toute la journée, étaient payés à être assis à regarder ces anomalies-là. Ce qu'on a fait avec eux, c'est d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle qui a appris à reconnaître c'était quoi une opération normale dans l'usine. C'était quoi la normalité, afin de détecter toutes les situations anormales et d'avertir en temps réel les bonnes personnes dans l'usine pour qu'ils aient faire des actions. Et ultimement, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas mis une série de nouveaux capteurs. Rappelez-vous, là, vous dormez sur une montagne d'informations disponibles. On a utilisé dans leur cas leur système de vidéosurveillance qui était déjà dans l'usine, déjà disponible, et on s'est connecté à ces vidéos de surveillance-là pour aujourd'hui faire le monitoring complet de leur usine à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont passé de 6 personnes à temps plein à même pas une demi-personne qui est assise devant un écran à regarder des caméras de surveillance toute la journée. Le dernier, dont le moindre, est-ce qu'il y a des planificateurs ou planificatrices de cédules de maintenance dans la salle, dans vos équipements, dans vos entreprises respectives? Planificateurs, planificatrices, oui? Quelques-uns, peut-être une dizaine? Cela risque de plus vous parler. On a travaillé avec une entreprise dans le domaine de l'acier, un des plus grands joueurs, qui, comme vous dans votre quotidien, doivent tenter de faire une cédule de maintenance optimale.
Dans leur entreprise, il y avait département mécanique, électrique, bâtiment, qui chacun doit faire des opérations de maintenance. Chacun a leur backlog, chacun a leurs contraintes en employés, en pièces de rechange reçues, etc. Le problème, c'est que cette coordination-là, puis vous le vivez, là, c'est sous-optimal. Ce qui arrive souvent, c'est que mécanique va arrêter une machine le mercredi après-midi pour faire une réparation, par exemple, et électrique, finalement, n'était pas prêt le mercredi, il n'avait pas reçu la pièce, fait qu'ils vont arrêter la machine la semaine suivante, 2 semaines suivantes, pour une réparation qui aurait pu être coordonnée. Donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on s'est connecté à tout leur système d'information, donc leur GMO, leur ERP et compagnie. On est allé chercher toutes les données qu'on pouvait qui étaient disponibles. Et aujourd'hui, on a un algorithme d'intelligence artificielle qui optimise la maintenance de façon automatique et qui propose aux planificateurs et planificatrices quelle serait objectivement la meilleure cédule pour toute l'entreprise. C'est là qu'on est aujourd'hui. Il faut arrêter de décrocher le téléphone, puis appeler entre départements, puis se faire des Excel, puis essayer de faire au mieux. Là. Même les meilleurs humains parmi nous dans la salle, mettons le meilleur des meilleurs, une étude a démontré qu'un humain pouvait gérer à peu près 7 variables en même temps. Puis vous avez beaucoup plus que 7 variables à gérer quand vient le temps de faire une cédule pour une grande organisation. Donc ça, c'est des jobs, pas pour des humains. Ça, c'est des jobs pour des algorithmes. Nous, on est là pour être par-dessus ces algorithmes-là. C'est là qu'on est. On est d'accord? On est tous en même longueur d'onde? Good. La dernière chose que vous devez comprendre, c'est que ces 3 joueurs-là québécois, tout comme toutes les autres entreprises qui déploient l'intelligence artificielle, ont un avantage compétitif qui augmente à chaque année. Pourquoi? Parce qu'un des plus grands facteurs de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure qu'elle a des données. Chaque année où Robco collecte des nouvelles données sur ses joints d'étanchéité est une année où le modèle va prédire encore plus précisément à l'heure près c'est quand que le joint d'étanchéité doit être resserré ou quand il faut faire une maintenance. Chaque année où notre client dans les pâtes et papiers collecte des vidéos de surveillance, plus on est capable de détecter des anomalies en amont. Il se creuse un fossé de plus en plus grand entre les entreprises qui déploient rapidement l'intelligence artificielle et qui collectent des données et ceux qui tardent. Puis un exemple très, très, très concret de ça, c'est Tesla. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces temps-ci, il y a peut-être des propriétaires de Tesla dans la salle, de véhicules Tesla. Tesla n'arrête pas de descendre ses prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est assez curieux. Dans un monde inflationniste, un concessionnaire automobile ou un fabricant automobile descend ses prix. Pourquoi? Je vous jure d'une chose, ce n'est pas pour faire plus de revenus ou d'avoir plus de bottom line à la fin de l'année. Ce n'est pas ça la game. La game, c'est qu'il y a une course contre la montre dans les fabricants de véhicules électriques et surtout autonomes. Le plus de véhicules que sur la route, le plus que des capteurs prennent des données de la route autour de nous, des comportements des chauffeurs, et ultimement, le manufacturier qui a le plus de véhicules, c'est lui qui capte le plus de données en temps réel et qui va automatiser la conduite autonome le plus rapidement. Et un coup que Tesla, par exemple, je ne veux pas prédire le futur, mais disons que Tesla réussit à passer toutes les régulations et qu'au Québec, il n'y a plus de conducteurs, c'est des véhicules autonomes, les gens vont se ruer d'abord sur Tesla parce que ça va être le premier qui va avoir des véhicules autonomes. Et plus les gens se ruent vers Tesla, plus Tesla collecte des données sur les 4 coins du Québec. L'intelligence artificielle apprend et le plus de données, le plus grand sera le fossé entre ceux qui adoptent rapidement et ceux qui tardent. Et c'est une chose qu'il faut comprendre au niveau de cette technologie-là. Ça, c'est bien beau. Mais là, je vais vous poser une question très importante. Le Canada, à main levée, qui dirait que le Canada est dans le top 5 des pays du monde en intelligence artificielle? À main levée. C'est bon, une personne, il y a une personne, c'est parfait. Deux, c'est parfait. Les autres, on se situe milieu, fin, en bas, fin. Exactement. Donc, bravo à ceux qui ont répondu fin, et malheureusement pour nous, j'aurais envie de dire, le Canada se situe dans les bons derniers au niveau de l'adoption de l'IA des entreprises. Les prochaines statistiques que je vais vous présenter proviennent d'un rapport de Scale AI, qui est une super grappe en intelligence artificielle au Canada, et ça date d'il y a même pas un mois. Fait qu'il n'y a pas plus à jour que les chiffres que vous allez voir. Le Canada, aujourd'hui, 48 % des entreprises n'ont même pas encore commencé à utiliser l'AI. Ils n'utilisent même pas ChatGPT dans leurs organisations. On part de là. Okay? 34 % ça fait moins de 2 ans. C'est des utilisateurs précoces qui sont seulement au niveau de la preuve de concept. Et seulement 19 % sont des adopteurs expérimentés.
Rappelez-vous, le plus il y a du retard qui est pris, le plus les autres pays et les autres entreprises accumulent un avantage compétitif au niveau des données. Pourquoi on est autant en retard? Bien, la même étude dénotait cette statistique-là qui, pour moi, est extrêmement percutante. Seulement 44 des entreprises font confiance à l'intelligence artificielle. Le Canada, là, on se positionne 3e bon dernier au niveau de l'indice de confiance de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est également l'indice de confiance de la technologie et de l'automatisation en passant. Les deux ne sont pas très loin l'un de l'autre. Donc, on se positionne bien en dessous là, de l'Amérique du Sud, en dessous de la majorité des pays européens, extrêmement en dessous des pays asiatiques. Et on est en train de se creuser un fossé au niveau de l'automatisation. Et ça, en tant qu'entrepreneur puis gestionnaire, c'est des statistiques qui devraient vous impacter. À main levée, on va voir si cette statistique-là tient la route. À main levée ici, qui a ou est en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans son organisation? 1, 2, 3, 4, 5. Mais arrondir à 10. Ah, c'était la même compagnie en plus. C'est bon, moins 3, 10, moins 3, 7. Okay? J'ai appris qu'on est à peu près plus d'une centaine aujourd'hui. On est tous et toutes des personnes qui gèrent des données à la journée longue. Vous gérez de la complexité et on est seulement 7-ish, même compagnie, personnes qui essayent d'automatiser ce processus-là. Les autres, on se dit, nous, on a juste trop de monde dans nos business, la pénurie de main-d'œuvre, ça ne nous parle pas. Nous, on a du temps en masse pour être capable de se faire des fichiers Excel, d'essayer de régler ça à la bonne mitaine. Dernière statistique plate, mais qu'il faut savoir. L'OCDE a sorti un rapport en 2021 et l'OCDE positionne le Canada dernier de tous les pays de l'OCDE au niveau de la productivité de 2020 à 2030. D'ici 2030, le Canada va avoir la plus faible productivité de tous les pays de l'OCDE. Laissez-moi vous le répéter. Là. Ça, c'est des statistiques qui... j'ai 2 petits-enfants et pour moi, ça, c'est des statistiques qui me font mal. Puis je me dis, aïe, aïe, quelle va être l'économie en 2030, en 2040? Où est-ce qu'on va se positionner? Vous savez ce qui est fou là-dedans? C'est que le Canada, puis ça avait été mentionné, on n'est pas damné à rester bon dernier. C'est ça qui est impressionnant. Au niveau de l'expertise et du talent en technologie et en intelligence artificielle, tous les pays du monde regardent le Canada et nous positionnent comme chef de file. C'est ça qui est fou, là. L'étude de Scale AI indique que sur les 17 villes chefs de file au monde, 2 villes sont au Québec, Montréal et la ville de Québec. Le Canada, au monde, se positionne comme le 2e pays ayant le plus de publications scientifiques acceptées par les plus grands journaux et les plus grands forums scientifiques là, en intelligence artificielle. 2e. Le dernier, c'est le plus fou. 1e en stratégie gouvernementale. Ça, c'est une étude de la Turquoise Research qui positionnait le Canada comme, de façon mondiale, le gouvernement ayant la meilleure stratégie pour supporter ses entreprises en intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple vraiment concret de ça. Peut-être certains d'entre vous connaissent les super grabs de financement, mais il y a 5 à 6 ans de ça, le Canada a ouvert 3 super grabs de financement que sont Scale AI, Engen et Digital Supercluster. Scale AI est au Québec, Engen est en Ontario, Digital Supercluster est en Colombie-Britannique. Okay? Chacune des grappes de financement ont reçu plus ou moins 500 millions. Qu'est-ce qu'ils font avec ces 500 millions-là? Ils payent par subvention 50 de vos projets en intelligence artificielle. C'est une subvention, right? Cet argent-là est là pour vous, pour les entreprises, pour diviser le coût de vous automatiser en 2. Regardez ce qui est arrivé. Engen en Ontario et Digital Supercluster ont dépensé leurs 500 millions en 3 ans. Il y avait un terme de 5 ans, puis en 3 ans, toutes les entreprises avaient déjà sauté sur les fonds, puis avaient épuisé l'enveloppe initiale de 500 millions. Ils ont pris l'occasion de s'automatiser. Ils ont pris l'occasion qui était devant eux. Nous, au Québec, qu'est-ce qu'on a fait? Scale AI, dans les 5 années de son mandat, n'a même pas réussi à dépenser le 3/4 des fonds disponibles. Il restait encore plus de 100 millions disponibles en début d'année 2023. C'est fou, là!
Fait on est tous et toutes des gens ici qui viennent aujourd'hui et hier pour se dire hey, comment je peux m'automatiser, comment je peux m'améliorer. La pénurie de main-d'œuvre, ça me fait mal. Le gouvernement met 50 % de subventions sur la table. Nous, au Québec, on dit non, non, on le sait comment faire. Nous, on va faire de la manière, on va continuer dans nos vieux processus. Ça, c'est au Canada. Au Québec, il est arrivé la même chose. Il y a un programme québécois, je voulais dire, qui s'appelle Invest AI. Même scénario. Invest AI a reçu il y a 5 ans 35 millions pour subventionner à 50 % vos projets. Le terme du programme, c'était le 31 mars 2023. Ça vient de passer. Ils n'ont pas réussi à dépenser tous leurs 35 millions. Ils ont demandé une extension au MEI d'1 an, puis là, ils sont étendus jusqu'en 2024. Parce qu'ils n'étaient pas capables de donner des subventions. Il faut le faire, là. Okay? Donc, le Québec n'est pas damné à être dernier. N'est pas damné à être le pays au bas de l'OCDE. Le Québec se positionne parmi les meilleurs talents en technologie, en automatisation, en intelligence artificielle et le meilleur support au niveau des stratégies gouvernementales. Et c'est pour ça qu'on a un choix, en fait. C'est un peu la conclusion de l'étude de Scale AI. Aujourd'hui, le Canada se positionne, là, selon une matrice très simple offre-demande, comme ayant une des meilleures offres technologiques en intelligence artificielle. S'il y en a qui ont déjà eu des cours de microéconomie, l'offre et la demande, ultimement, le Canada va devoir soit redescendre, puis il va y avoir une exode des talents en intelligence artificielle, parce que la demande va être ailleurs. On va perdre nos business, on va se faire racheter nos bonnes business, puis nos talents vont aller travailler ailleurs. C'est ça qui va arriver. Puis on va devenir des retardateurs de l'intelligence artificielle. Puis la pénurie de main-d'œuvre va s'accentuer encore une fois. Ou, collectivement, on va bénéficier de l'environnement qui nous supporte pour devenir une économie propulsée par l'IA et pour valoriser toutes les données que vous avez déjà, toutes les données qui sont déjà disponibles pour automatiser vos processus. Donc, la conclusion de l'étude de Scale AI, c'est vraiment un choix qu'a aujourd'hui le Canada de se positionner à la croisée des chemins entre une automatisation et une propulsion technologique ou d'être retardateur. La conclusion de tout ça, puisque je disais au début, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui à saisir. L'intelligence artificielle va faire des gagnants et des perdants. En fait, toutes les transformations technologiques ont toujours fait des gagnants et des perdants. Il n'y a rien de nouveau dans ça. L'avènement de l'électricité a propulsé des entreprises comme Ford qui ont pris l'occasion de transformer leurs procédés manufacturiers au complet et qui ont complètement changé les entreprises qui restaient au niveau des machines à vapeur, puis qui ne s'automatisaient pas, mais qui n'allaient pas dans ces nouvelles technologies-là. Avec l'avènement de l'Internet, y en a-t-il ici qui vont encore au Super Club Vidéotron? Je ne pense même pas que ça existe. Hein? Blockbuster, c'est mort. Tout ça, c'est les perdants de l'Internet. Qui s'est positionné comme gagnant? Netflix, Disney+, nommez-les. Aujourd'hui, la transformation technologique de notre époque, je crois que vous allez être d'accord, c'est l'intelligence artificielle. C'est la transformation technologique de notre époque qui va faire des gagnants et des perdants. Mais cette fois-ci, tous les économistes et les scientifiques sont d'accord, il va y avoir un fossé encore plus grand entre les gagnants et les perdants pour deux raisons extrêmement simples. La première, c'est que l'intelligence artificielle, plus il y a de données, plus elle performe, et plus elle collecte des données, et plus elle performe, et plus il y a une boucle ascendante qui force les gagnants à être propulsés vers le haut et qui font que les retardataires ont plus de retard que jamais. Ça, je voulais expliquer. La deuxième, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre fait que les entreprises qui vont savoir automatiser vont être celles qui vont être compétitives au niveau non seulement national, mais mondial, et qui vont être encore là dans une salle comme ça pour nous parler dans 10, 20 ans. Moi, ce que je suis un peu tanné, là, c'est de lire des articles qui disent « L'intelligence artificielle va couper nos jobs. Right? » Vous en avez vu des articles comme ça. Là. Moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui coûte les jobs. C'est que le Canada soit le dernier pays de l'OCDE au niveau de la productivité et ultimement que c'est nos entreprises qui ferment parce qu'ils se font racheter, parce qu'ils se font battre par des compétiteurs nationaux qui se sont automatisés, puis que pour eux, la pénurie de main-d'œuvre, ça les frappe moins fort. Moi, j'ai bien plus peur de perdre des jobs à cause de notre manque de productivité qu'à cause de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment là que vous devez emboîter le mouvement et devenir, en fait, de s'assurer que vous êtes compétitif pour les prochaines années. Maintenant, j'aimerais ça terminer sur quelques bonnes notes, vous positionner, en fait, notamment vous démontrer un cas d'usage d'une entreprise qu'on est extrêmement fiers de supporter, qui se positionne aujourd'hui dans son industrie
comme technologiquement avancé puis comme gagnant, en fait. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Gruget de nom, ne serait-ce? Oui. Ah, quand même. Donc, Gruget, c'est, je ne me trompe pas, le plus gros grutier au Québec. C'est les grosses grues rouges marquées « Gay », évidemment. Gruget a plus de 500 grues. Ils ont plus de 350 grutiers. Et il y a énormément de complexité dans notamment les tâches de répartition de quelle grue mettre où, avec quel grutier, sur quel job, afin de maximiser la profitabilité horaire de chaque actif. On travaille avec Gay depuis 2 ans maintenant. Notre premier mandat, enlever le papier. Ils ont réalisé que le papier, c'était un frein et qu'ils ne pouvaient rien faire au niveau de l'intelligence artificielle tant que la connaissance d'organisation, c'était manuscrit et ça se transférait d'un département à l'autre. On a mis des applications mobiles, on a mis des applications web, on a tout digitalisé. Donc ça a été la première étape de la transformation numérique de Gay. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Lorsque Gay reçoit un appel de service pour une grue, toute la demande, le processus de soumission est préfait par un AI. Donc aujourd'hui, on dit « Oh, telle place, tel contexte, tel besoin, voici à peu près la structure de prix que tu devrais prendre. » On sait déjà en avance quelle grue qu'on devrait assigner en fonction de la planification future des grues. On sait quel grutier mettre dans quelle grue. Parce que la complexité dans tout ça, c'est qu'on travaille avec 3 syndicats dans le contexte de Gay. Ce n'est pas tous les grutiers qui ont tous les permis de conduire toutes les grues. Et aujourd'hui, de l'étape de la soumission jusqu'à la répartition des actifs, c'est fait par un IA. Aujourd'hui, ce que Gay fait, c'est d'améliorer ses services, améliorer son service à la clientèle et d'utiliser les données pour prendre des décisions encore plus éclairées au bon moment. Ça, c'est un exemple de transformation numérique. Fait que pour tous ceux qui disent « Ah ouais, mais moi, c'est vraiment complexe comme industrie », la construction, c'est une industrie extrêmement complexe, extrêmement traditionnelle, et on travaille avec des processus qui auparavant étaient rigides, mais lorsqu'on emboîte le pas, on voit toutes les possibilités. Donc, arrêtez de vous dire « Nous, on est différents. Nous, on est trop complexe. » Je vous termine sur une dernière statistique. Est-ce que vous croyez que la pénurie de main-d'œuvre va aller s'améliorant? Non? Ah, c'est pas si pire, peut-être? Peut-être? Okay. Est-ce que vous vivez actuellement là, 250 000 emplois vacants? Fait que votre douleur actuellement, vos grosses pancartes « Nous embauchons » devant la bâtisse, là, ça, c'est 250 000 emplois manquants. Savez-vous combien il va en manquer en 2030? « 1,4 million. » Ça, c'est ce qui s'en vient devant nous. En 2030, il va y avoir 1,4 million d'emplois vacants. Et si vous croyez que c'est tough en ce moment d'opérer, de réaliser vos travaux, bien, dites-vous que ça ne va pas s'améliorant. Fait que moi, je vous invite à emboîter le pas, emboîter le mouvement, commencer à vous mettre en action. Et la dernière chose que je voudrais vous laisser vraiment sur une note positive, quand on commence avec des Gay, des transformations numériques ou des Robco, l'idée, ce n'est pas de faire un plan 5-10 ans en IA. C'est de s'asseoir, de travailler avec les bonnes personnes et d'identifier un bon projet porteur. Un projet qui a un bon ROI, on en fait un succès, c'est un quick win, on part de ça, on commence à digitaliser, pas tout le jour 1, juste les portions qu'on a besoin pour faire un premier projet. On automatise les processus et on part de là pour aujourd'hui faire comme Gay puis être automatisé de bord en bord jusqu'à la répartition de la grue. Donc, allez-y pas à pas, mais sautez à pieds joints dans la transformation numérique. C'est ce qui va vous permettre d'être encore pertinent pendant 10, 20, 30 ans. C'est tout pour moi. Il nous reste 4-5 minutes. N'hésitez pas s'il y a des questions.